Merci, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Merci au laboratoire et au professeur Duclos de m'avoir invité ce matin. Ma présentation, il faut que je trouve comment ça fonctionne. Ouais. Alors, ma présentation va se diviser en 4 parties. Dans un premier temps, je vais aborder les développements récents aux États-Unis. Ensuite, je vais traverser l'Atlantique pour aborder les développements récents en Europe. Ensuite, je vais faire un peu un survol de ce qui est arrivé dans le reste du monde. Puis je vais terminer en parlant de leurs conséquences pour le Canada. J'ai 15 minutes, donc je vais y aller assez rondement. Alors, aux États-Unis, depuis le retour de Donald Trump, oui, on voit un rétropédalage au niveau des politiques environnementales aux États-Unis, particulièrement en ce qui touche toute initiative réglementaire visant la réduction des GES. Ainsi, les politiques plus agressives des États-Unis en faveur de l'exploitation massive des énergies fossiles, c'est probablement une des manières que l'administration Trump a trouvées pour contrer la dominance chinoise dans ce domaine. Et cette politique, couplée à l'imposition tout azimut de tarifs douaniers, a mis à mal ce qu'on appelle le multilatéralisme et force probablement, on le constate, un recentrage des acteurs politiques et des industriels vers des objectifs de décarbonation un peu moins ambitieux, avec peut-être dans l'espoir d'apaiser et de s'aligner avec la première économie mondiale. En même temps, aux États-Unis, on voit l'apparence ou l'existence d'une culture de l'annulation, cancel culture, concernant les changements climatiques. Alors, dès son investiture, le président Trump a annoncé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Et plus récemment, devant le parterre des Nations unies, il a même émis l'opinion que les changements climatiques étaient la plus grande escroquerie jamais perpétrée au monde. Donc, évidemment, ce contexte politique influence l'administration américaine, et notamment la Commission des valeurs mobilières américaines, la SEC. Comme on l'a mentionné plus tôt, la SEC, en 2024, avait adopté un règlement sur les divulgations climatiques. Ce règlement a fait l'objet d'une contestation judiciaire devant la Cour d'appel, 8e circuit aux États-Unis, par des groupes reliés à l'industrie de l'énergie et puis aussi par les procureurs généraux de certains États américains qui étaient à majorité républicaine. Donc, après l'élection du président Trump, le 11 février 2025, le président par intérim de la SEC, de façon unilatérale, sans avoir consulté les autres commissaires, a ordonné qu'on informe la Cour d'appel que la SEC désirait reporter la date de la plaidoirie, sous prétexte que le mémoire d'appel qui avait été déposé et préparé par la SEC ne reflétait plus ses vues sur la question. Et le président faisait aussi état d'un décret du président Trump qui faisait en sorte qu'aucun règlement ne pouvait être soumis au Federal Register jusqu'à ce qu'un responsable départemental soit nommé par l'administration Trump. Donc, le 27 mars, à peu près un mois plus tard, la SEC a formellement voté pour mettre fin à la défense de sa norme de divulgation environnementale qu'elle avait elle-même adoptée. À la suite de ça, la SEC a envoyé une lettre à la Cour d'appel lui demandant de retirer du dossier la défense et parce qu'elle ne pouvait plus défendre les arguments qui avaient été déposés dans ce mémoire d'appel-là. En avril 2025, la Cour d'appel, à la demande des parties intervenantes, a suspendu le recours. Cet été, en juillet 2025, dans un retournement inhabituel, la SEC a demandé au tribunal de lever la suspension et de poursuivre l'affaire. Par le dépôt de cette demande, la SEC indique qu'elle souhaite une décision de justice pour résoudre le litige, car une décision de justice pourrait restreindre le champ d'application ou l'autorité de la SEC dans ce domaine.
On prétend justement que ces règles de divulgation climatique sont plus larges que l'autorité de faire des lois concernant le marché des capitaux et des valeurs mobilières, mais relève plutôt du droit de l'environnement. Donc, ça, c'était en juillet. À la fin du mois dernier, au mois de septembre, la Cour d'appel a rejeté cette demande de la SEC et a décidé de suspendre l'affaire jusqu'à ce que la SEC considère la contestation de sa nouvelle norme, soit en relançant le processus de publication pour commentaires, ou soit en déposant un nouveau mémoire pour défendre le règlement qu'elle avait adopté. On est en attente de la réaction de la SEC. Évidemment, avec le shutdown, ça risque peut-être de prendre un peu plus de temps qu'on pensait. L'autre développement que je voudrais mentionner au niveau de la SEC, c'est une annonce faite ce mois-ci par son président, M. Atkins, qu'elle projette de, entre guillemets, moderniser les règles régissant les propositions actionnariales, incluant les exigences qu'une société présente à l'Assemblée annuelle de ses actionnaires des propositions actionnariales impliquant des sujets ESG. Alors, selon son président, M. Atkins, cette modernisation serait nécessaire afin de freiner et renverser le déclin du nombre de sociétés cotées ouvertes aux États-Unis. Le but caché de la SEC étant plutôt, me semble-t-il, de tempérer les ardeurs de certains actionnaires actifs en matière de politique visant la durabilité des entreprises et leur ambition climatique. Tout n'est pas noir aux États-Unis. Si on regarde du côté de la Californie, dès 2023, a adopté une législation. Elle a adopté deux lois, donc ce qu'on appelle les 200s. Le Senate Bill 253, qui prévoit une obligation de divulguer les émissions indirectes et directes, donc de portée 1, 2, 3 en vertu du protocole des GES. Et l'autre loi, c'est le Senate Bill, le SB 261, qui, lui, demande ou impose une obligation de divulguer les risques et possibilités, communément appelées maladroitement quelquefois des opportunités. Le professeur Rousseau a fait référence à occasion, je parle de possibilités, concernant les changements climatiques. On va noter qu'au début de la semaine, une grosse pétrolière, ExxonMobil, a déposé un recours judiciaire contre la Californie et son California Air Resources Board contre l'application de ces deux lois, alléguant notamment que ces deux lois briment sa liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine qui est, vous le savez tous, le Bill of Rights. Il y a d'autres États américains qui travaillent sur la chose, en particulier l'État de New York, l'État de l'Illinois aussi. Donc, tout n'est pas noir aux États-Unis. Puis en passant, la Californie, par son PIB, arrive au 4e rang mondial, juste devant le Japon. Donc, c'est pas rien. Je traverse l'Atlantique, je m'en vais en Europe. Donc, le 28 janvier 2025, la Commission européenne a présenté ce qu'on appelle la boussole pour la compétitivité, qui faisait suite à deux rapports qui avaient été publiés en 2024, le rapport d'Enrico Letta puis le rapport de Mario Draghi, deux anciens premiers ministres italiens, sur la compétitivité et donner des pistes. Cette boussole contenait 5 catalysateurs, accélérateurs si vous voulez, dont un qui vise la simplification de la charge réglementaire et administrative. On revient un peu au premier colloque. Donc, suite au dépôt de ce rapport-là, il y a eu la présentation par la Commission de ce qu'on appelle une loi omnibus. Une loi omnibus, c'est une proposition législative qui vise à modifier plusieurs textes qui ont été antérieurement approuvés pour les simplifier, les harmoniser, les adapter pour répondre à un enjeu spécifique, ici, la compétitivité. Donc, la loi Omnibus a été scindée en deux parties. Le premier paquet, si on veut, l'Omnibus 1,
propose différentes mesures suspensives et d'autres mesures modificatives des principaux textes du Green Deal, du paquet vert européen, notamment la directive CSRD du 14 décembre 2022 là, qui vise la divulgation d'informations sur la durabilité et la directive CS3D du 13 juin 2024 qui, elle, parle du devoir de vigilance, entre autres. Le deuxième paquet, je vais le traiter très rapidement, c'est un paquet qui propose des amendements à plusieurs programmes d'investissement dans l'Union européenne. Donc, si on vient à Omnibus 1, ce que fait Omnibus 1, eh bien, il reporte la date d'application de la directive CSRD de 2 ans. Il fait la même chose aussi pour CS3D. Il rend la publication d'informations en matière de durabilité plus accessible et plus efficace. Puis là, je n'y rentrerai pas dans les détails parce que malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, venez me voir puis je vous invite. Donc, Omnibus 1 fait aussi, il simplifie le devoir de vigilance en matière de durabilité prévu dans la directive CS3D. Et enfin, il simplifie le mécanisme d'ajustement, ce qu'on appelle le CBAM, l'ajustement carbone aux frontières, pour que le commerce devienne plus équitable. Je devrais cependant mentionner que l'Omnibus 1 avait fait l'objet d'une entente au niveau du comité juridique du Parlement et cette semaine, le Parlement a voté contre cette entente-là. Donc, ça va retourner en négociation avant d'aller dans ce qu'on appelle le trilogue, là, où quand il y a un consensus au Parlement, ben là, on présente ça aux 3 entités législatives, là, soit la Commission, le Conseil et le Parlement européen, puis là, ils négocient sur le texte final. Donc ça n'arrivera pas, là, possiblement pas d'ici la fin de l'année. Et là, je vais passer assez rapidement, là, je vais aller tout de suite dans le reste du monde. Puis je vais parler plus spécifiquement de l'Australie parce que je pense que c'est un très bel exemple pour le Canada à suivre. Donc, et puis là, j'aimerais bien que l'Autorité des marchés financiers écoute bien. Les normes australiennes de divulgation en matière de durabilité, ce qu'on appelle les Australian Sustainability Reporting Standards, les ASRS, sont entrées en vigueur le 1er janvier de cette année. Ils obligent les grandes entreprises à publier des informations financières liées au climat dans un premier temps. Elles sont basées sur des normes qu'on connaît bien maintenant, soit IFRS S1 et S2, la norme générale sur la durabilité, S2, la norme sur l'information climatique. Ces règles de divulgation sont obligatoires, ça c'est très important, elles sont obligatoires, et leur mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Les émissions de portée 3, l'analyse de scénarios, les plans de transition vont être mis en œuvre progressivement au cours des 3 premières années de mise en œuvre. La mise en œuvre est également échelonnée dans le temps suivant 3 critères qui sont souvent vus là, dans les législations soit européennes ou même en matière de lutte contre l'esclavage moderne dans les chaînes d'approvisionnement, soit un critère de revenu, un critère d'actifs, un critère de nombre d'employés. Et donc, selon ces critères-là, les entreprises sont regroupées en 3 groupes, groupe 1, 2, 3. Le groupe 1, la mise en œuvre a déjà commencé au 1er janvier 2005. Le groupe 2, ça va entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Le groupe 3, 1er juillet 2027. Donc, on ne parle pas de quelque chose, là, on parle de quelque chose qui est en place et qui s'applique déjà. Ce rapport sur la durabilité ou le climat, là, en premier, que les compagnies australiennes doivent produire, doit être déposé auprès de leur commission des valeurs, l'équivalent de la commission des valeurs d'autorité des marchés financiers, soit le Australian Securities and Investment Commission, doit être présenté aux actionnaires lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires, ce que je trouve très important. Les informations vont faire l'objet d'une revue d'assurance limitée, encore une fois, très important.
Finalement, certaines informations vont bénéficier de ce qu'on appelle une protection, un safe harbor. Donc, par exemple, des affirmations prospectives sur le climat, les émissions de portée 3 là, qui sont encore un peu difficiles à donner. L'analyse de scénarios, toujours prospectif, et les plans de transition également, toujours prospectifs. L'autre développement intéressant en Australie, c'est la création d'une taxonomie pour la finance durable. Alors, le 17 juin 2025, et là, ce n'est pas le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le Australian Sustainable Finance Institute, ASFI, qui a publié une taxonomie sur la finance durable. Je dois dire, par exemple, le Australian Sustainable Finance Institute, est composé des grandes banques australiennes, des grands assureurs. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Alors, je vais peut-être le rappeler, là, je vais rappeler rapidement, mais une taxonomie, ça fournit un langage commun pour le financement vert et dans certains cas de transition. De ce fait, elle soutient l'allocation de capitaux. Professeur Rousseau, tantôt, a eu une question puis a répondu sur l'utilisation de la réglementation en valeur mobilière. Bien, c'est aussi pour l'utiliser pour faire changer les flux de capitaux vers des activités vertes ou de transition pour permettre la décarbonation de notre économie. Puis ça, c'est un outil très puissant. Fait important, la taxonomie australienne stipule explicitement que les industries des combustibles fossiles et des activités connexes ne sont pas éligibles pour recevoir une étiquette dite de transition. Cette frontière claire rend cette taxonomie, selon moi, particulièrement crédible dans le cadre de la finance durable. La taxonomie australienne est ancrée dans la science du climat. On se rappellera la première présentation aujourd'hui. Elle s'aligne sur l'accord de Paris, qui limite le réchauffement à 1,5. Elle est basée sur les scénarios Net Zero Emission by 2050 de l'Agence internationale sur l'énergie. Donc, cette base solide, tout comme l'exclusion des énergies fossiles, c'est un élément essentiel parce que ça garantit la crédibilité de la taxonomie puis ça soutient véritablement l'effort de décarbonation. La taxonomie, cependant, australienne est d'application volontaire, contrairement aux règles de divulgation qui sont d'application obligatoire. La version initiale, oui, je vais faire vite. La version initiale de cette taxonomie couvre 6 secteurs clés, donc la production, fourniture d'électricité, minéraux, mines, métaux, les bâtiments, industrie manufacturière, industrie du transport et agriculture, parce que c'est les secteurs de l'économie qui sont, si on effectue une transition dans ces secteurs-là, on va probablement atteindre nos objectifs de décarbonation. Plus tôt cette semaine, le Australian Sustainable Finance Institute a publié un rapport sur comment ça se passe, là, comment la mise en œuvre se déroule. Ce qui ressort du rapport, je l'ai lu rapidement hier soir, c'est qu'il aimerait bien que le gouvernement supporte la mise en œuvre de la taxonomie, bien que la taxonomie soit volontaire, qu'on fasse référence dans la réglementation pour accélérer son application. L'autre thème que je retire, c'est que présentement, ce sont des secteurs où on vise la réduction des gaz à effet de serre, donc là, on parle d'atténuation, mais on voudrait aussi que la taxonomie vise des activités d'adaptation et de résilience, ce qui est très important aussi. Alors, quelles sont toutes ces conséquences pour le Canada? Bon, malgré les annonces du gouvernement, puis là, je vais passer très rapidement, là, mais malgré les annonces du gouvernement fédéral faites en octobre 2024, selon laquelle le Canada irait de l'avant avec la création de sa propre taxonomie de la finance durable, et ce, après des années de recommandations, des consultations, etc., des rapports. Le processus semble être tombé dans les limbes lorsque le premier ministre Trudeau a démissionné le 6 janvier 2025. Puis on a attendu en toute fin de mandat, en plus, pour annoncer ces développements-là.
On pensait que M. Carney était pour être notre sauveur. Il l'avait même dit en campagne électorale. Je peux comprendre qu'il est occupé à négocier avec notre voisin américain sur des tarifs et à mettre en place une loi sur l'économie canadienne pour faciliter le commerce interprovincial et le développement des grands projets. Mais pour moi, il est grand temps que le Canada se dote d'une taxonomie sur la finance durable parce que c'est un des piliers de l'architecture pour faire de la finance durable. C'est évident pour moi que le Canada a pris un retard considérable dans le développement de son infrastructure juridique afin de permettre le développement cohérent et rapide d'une finance durable. Une taxonomie solide signalerait aux investisseurs que le Canada est un endroit stable et prévisible pour les investissements verts et placerait le pays en bonne position pour être concurrentiel. Là, j'en avais beaucoup d'autres à dire, mais je vais aller tout de suite dans les conclusions. Pour répondre à la question du départ, je ne crois pas que le Canada a fait un retour en arrière, car selon moi, nos législateurs, en particulier au niveau fédéral, n'ont même pas mis en place un semblant d'infrastructure permettant la faisabilité d'une finance durable au Canada, sans règles de divulgation obligatoire, premier pilier, ni de taxonomie, deuxième pilier. Prétendre autrement serait probablement de l'éco-blanchiment. Par ailleurs, nous sommes assurément dans un creux de vague, en particulier face au climato-sceptisme démontré par l'administration Trump et aux révisions à la baisse réglementaire en Europe. Mais, selon moi, le Canada devrait saisir cette occasion présente pour mettre à jour sa réglementation et l'aligner sur ce que l'Australie a mis en place afin de préserver la compétitivité de nos entreprises et de notre économie, et ce, à long terme, et de permettre à nos entreprises d'avoir accès à de nouveaux marchés hors États-Unis où une telle réglementation est parfois déjà en place. À cet égard, il sera vraiment intéressant de voir ce que le budget fédéral va dire mardi prochain. Alors, merci.